À la une de l'actualité, ils sont nombreux les Burkinabés qui empruntent l'avenue du Yatenga sans pour autant faire attention à la direction culturelle des armées. Au sein de cette direction se trouve le musée des armées, un musée qui retrace le parcours des forces armées nationales des indépendances à nos jours. Coup de projecteur sur ce site dans ce journal. Et puis, c'est la fin d'une crise diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Après moult négociations, le président Assimi Goïta accorde enfin la grâce présidentielle aux 49 soldats ivoiriens condamnés à 20 ans de prison en décembre 2022. Vous êtes bien au journal de la mi-journée sur BF1. Merci de nous suivre. Le 3 janvier 1966, date historique pour le Burkina Faso. À cette date, en effet, la Haute-Volta enregistrait son premier soulèvement populaire qui a conduit à la chute du président Maurice Yameugou. Depuis 57 ans maintenant, les membres de l'unité d'action syndicale se retrouvent chaque 3 janvier pour commémorer cet anniversaire. Pour cette année 2023, c'est ce 7 janvier que l'UAS marque d'une pierre blanche cette journée à travers un panel. Nous y reviendrons donc plus en détail dans notre édition du 19h30. Zoom dans ce journal sur la subvention accordée à la Sonabi pour un meilleur ravitaillement du Burkina Faso en hydrocarbures. Une subvention estimée à 750 milliards de francs CFA, soit plus de 28% du budget actuel. Au regard de l'énormité de la somme, on se demande alors de savoir jusqu'à quand cette subvention va durer. L'État a-t-il les moyens pour poursuivre cet élan? Pas si sûr. Pour la première fois, l'autorité commence à tenir le langage de vérité sur les prix dans les pompes d'essence. Une nouvelle augmentation n'est pas à exclure si le gouvernement veut tenir le coup. Plus de précision avec Abdourazak Traoré. Elle a été et est au cœur de toutes les attentions ces 2 dernières semaines au Burkina Faso. Quand elle connaît des dysfonctionnements, c'est tout le pays qui paye cash. La Sonabi est donc une structure stratégique, presque la plus importante des sociétés d'État, avec un chiffre d'affaires de 1000 milliards de francs CFA, selon les prévisions de 2022. Pour un meilleur approvisionnement du pays et surtout pour éviter que le consommateur ne paye l'électricité, le gaz ou le carburant au prix réel, l'État est obligé de mettre la main dans la poche. Pour l'année écoulée, du 1er janvier au 30 novembre 2022, c'est une subvention de 490 milliards de francs CFA qui devrait être décaissée par l'État. Plus les années passent, plus les chiffres explosent, car la subvention est tributaire de plusieurs variables imposées par le système international d'achat et du transport jusqu'aux pompes d'essence. En moyenne, cette subvention coûte 2 milliards de francs CFA, selon le ministre du Commerce Serge Poda. Un calcul rapide permet d'évaluer à 60 milliards par mois et 750 milliards par an, soit 28% du budget global de 2023 adopté récemment. Un montant qui pèse déjà sur les frêles épaules de l'État, d'où les retards dans les paiements. Des retards qui se répercutent évidemment sur les engagements de la Sonabi avec ses partenaires à l'étranger, hypothéquant même le ravitaillement du pays. Des sources estiment à environ 500 milliards de francs CFA le montant que l'État doit à la société. Jusqu'à quand cette situation va-t-elle perdurer? L'État va-t-il toujours se saigner dans le tâtonnement pour être à la hauteur? Ou bien s'acheminons-nous vers la fin de la subvention étatique? Le ministre du Commerce a réagi sur la question cette semaine sur la télévision nationale. Et comparaison faite avec un pays qui est dans la même situation géographique que nous, le Mali, pour le super, ils sont autour de 890 francs le litre. Et pour le gasoil, ils sont à peu près autour de 700 francs. Et donc, il y a des moments où, quand le budget de l'État n'arrive pas à supporter, il faudrait qu'on aille vers la vérité des prix et être courageux de dire aux Burkinabés qu'on arrive à une situation où c'est intenable. Intenable pour la société, intenable pour le budget de l'État. Aller vers la vérité des prix. Que signifie cette annonce? Quelques mois plus tôt, le prédécesseur de Serge Poda s'expliquait. Abdoulaye Tall estimait que le prix réel à son temps, sans subvention, tournerait autour de 1000 francs CFA le litre du Super 91, alors qu'il était vendu à 750 francs à la pompe.
Dans le reste de l'actualité, l'ultimatum donné aux députés de la 7e et 8e législature pour rembourser les prêts véhicules octroyés durant leur mandat est arrivé à son terme. 72 heures après l'expiration du délai, la SELC n'a pas encore réagi. Les députés concernés, quant à eux, s'organisent pour régler leurs dettes, mais ils déplorent tout de même la méthode du département de Philippe Nion, jugée inappropriée. Leur réaction dans cet élément signé Archimède Boy. Voici la note qui a suscité moult commentaires après sa publication sur les réseaux sociaux en décembre dernier. Les députés élus sous le premier et le second mandat de l'ex-président Roch Kaboré sont invités dans un délai de 8 jours à reverser entre 13 et 13,5 millions de francs CFA dans les caisses du Trésor public. Un montant octroyé à ces parlementaires au titre de prêt pour s'acheter des véhicules. La note émane de l'ASCE-LC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Selon Méléré Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale burkinabé de 1997 à 2002, l'octroi des prêts véhicules est une pratique mise en place dans les années 70 durant la Deuxième République. Elle visait à améliorer les conditions de travail des élus nationaux de l'époque. Parce que beaucoup étaient des instituteurs, des infirmiers, beaucoup venaient des zones rurales. Et même pas seulement des zones rurales, mais on a mis en rapport l'importance de la fonction de représentation des populations, de la fonction des députés avec les moyens dont disposaient les députés. Et la plupart ne disposaient pas de moyens adéquats. Conséquence, l'idée est venue à un moment donné de leur consentir des prêts qui les permettent d'être dans un minimum de confort pour assumer leurs fonctions. Mais cette disposition ne prend pas en compte les régimes d'exception, précise cet homme politique. Il ajoute que ce n'est pas une obligation pour les députés de consentir ce prêt, mais rares sont ceux qui y renoncent. Sous le premier mandat de Roch Kaboré de 2015 à 2020, certains parlementaires ont décliné cette offre, selon Moussa Zerbo, député à cette époque, sous la bannière de l'UPC. Il reconnaît avoir bénéficié de ce fonds, mais reste formel. À ce jour, il ne doit rien à l'Assemblée nationale. Bon, pour quelqu'un qui a fini son mandat comme moi, ne doit pas un centime à l'Assemblée nationale. Le calcul était fait de sorte qu'on prélevait de façon régulière sur nos émoluments. Donc c'est pour dire que la note de la SELC nous est tombée dessus comme ça, nous on n'a rien compris. Pour l'ex-député Boubacar Sanou, élu en novembre 2020 sous la bannière du CDP, la nouvelle est tombée comme un coup péré. Concerné par ce communiqué, il déplore le fait de l'avoir appris sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Cela m'a beaucoup choqué, parce que pour moi, il était vraiment inimaginable que des correspondances d'une nation aussi sérieuse que la SE se retrouvent donc sur les réseaux sociaux avant même que cela ne parvienne au destinataire. L'homme ne se souvient pas avoir signé un document pour bénéficier de ce montant qu'il qualifie plutôt d'avance sur le frais de cession. Il soutient qu'il remboursera les 13 millions de francs CFA, même si le mandat de la 8e législature a été écourté après une année d'exercice par le coup d'État du MPSR. Un remboursement qui devait être prélevé sur les frais de cession des 127 députés sur une durée de 5 ans. Il s'inquiète plutôt pour certains de ses collègues en proie à des difficultés financières en ce moment. Mais il se trouve même qu'actuellement, il y a des députés qui sont dans des zones sous embargo. Donc ces députés-là aujourd'hui ne vivent et ne survivent que grâce à l'aide humanitaire parachutée par l'aviation. Alors je ne sais pas comment le contrôleur général compte donc intimer l'ordre à ces députés qui sont aujourd'hui, qui vivent sous embargo, de venir lui rembourser ce que lui demande. Aujourd'hui, si nous prenons la somme de ce dont on parle, je pense que ça ne doit pas dépasser 1 milliard, 1,5 milliard. Mais aujourd'hui, il y a des milliers de personnes, des centaines d'entreprises qui doivent des centaines de milliards à l'État burkinabé. La SE a-t-elle fait injonction à ces entreprises, à ces individus sous 8 ans
de venir rembourser ce qu'ils doivent à l'État burkinabé. Alors pourquoi ces 2 poids 2 mesures? Dr Aruna Louré était député sous la transition de Paul-Henri Damiba. Il confirme que les députés de l'Assemblée législative de transition n'ont pas bénéficié de ces prêts véhicules. Il reste tout de même interrogatif sur le délai fixé par l'ASE-LC pour son remboursement. C'est-à-dire, après les 8 jours, s'il ne le paye pas, il faut qu'il y ait des actions. Le contrôleur général veut-il les mettre en prison? Veut-il saisir leurs biens? Veut-il créer une autre crise de cohésion sociale? Ou que veut-il faire après les 8 jours passés si certains n'arrivent pas à payer? Voilà pourquoi je pense que la sagesse aurait voulu que le contrôleur d'État prenne attache auprès de l'Assemblée, qu'on puisse prendre attache auprès de ses députés pour voir dans quel mécanisme on peut rembourser ça, surtout que le délai de leur prêt n'était pas passé. Pour l'heure, 2 jours après l'ultimatum donné par l'ASE-LC, l'institution n'a pas encore mis en œuvre les procédures particulières prescrites en la matière, comme annoncé dans son communiqué. En rappel, le 29 décembre dernier, une trentaine d'élus nationaux de la 8e législature annonçaient que chaque député emprunteur avait pu, à la date du 24 janvier 2022, rembourser la somme de 2 millions de francs CFA, correspondant à 55,56% des indemnités de cession de l'année 2021. On poursuit ce journal avec ce communiqué du ministère en charge de l'économie. L'État burkinabé avait, le 19 décembre 2022, sollicité le concours des investisseurs pour la levée de fonds sur le marché financier sous-régional pour un montant de 150 milliards de francs CFA. À la clôture de la dite opération, le 6 janvier 2023, les souscriptions enregistrées s'élèvent à 173 milliards de francs CFA, soit un taux de couverture de 115,33%. Traduisant ainsi un réel engouement des investisseurs. La moisson, on peut le dire, est donc bonne pour le département de Nakanabo. On y reviendra plus en détail dans notre édition du 19h30. L'autre grand format de ce 13h est consacré au musée des armées, un patrimoine qui retrace le parcours des forces armées nationales, des indépendances à nos jours. Malheureusement, le musée est peu connu des populations. Notre reporter Maxime Ilboudo met alors en lumière la direction du Centre culturel des armées. De quoi susciter votre envie de visiter ce site où sont exposées les premières armes à feu utilisées par nos forces de défense et de sécurité. Voici les premières armes à feu utilisées par les forces de l'ordre. Ce document est la toute première pièce d'identité du lieutenant-colonel Aboubakar Sangoulé Lamizana, le père fondateur de l'armée burkinabé. Ces objets uniques datent des années 1960. Nous sommes au musée des forces armées nationales, un lieu qui abrite des collections et retrace l'histoire de l'armée burkinabé. Les armes, leur histoire, c'est qu'il y a une évolution où on a commencé avec des armes, des pistolets à pierre, des pistolets qui n'envoyaient que de la pierre. Nous avons les armes, les fusils, que les gens appellent communément les bourdantouilles et autres. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et voici quelques-unes d'entre elles. Voilà. On a aussi des armes déclassées telles que les MAS 36 et autres. Fondée en 1960, l'armée burkinabé a aujourd'hui 63 ans. Avec le temps, les tenues militaires, les insignes de décoration ont beaucoup évolué. Les toutes premières, aux plus récents, sont exposées ici dans ce musée. Au niveau de l'unité des armes, on retrouve également des engins, des pièces d'artillerie conservées et valorisées. Un canon de 75 mm et il est sans recul. Il est sans recul. Il a été fabriqué en 1917. 1917, très très pratique dans le temps. Vraiment très pratique. Et à mesure vraiment de pouvoir faire des dégâts en son temps, il pèse 52 kg. 52 kg et il peut aller jusqu'à 600 mètres. Voilà. Il a été utilisé à la Deuxième Guerre mondiale. Le musée des forces armées nationales est officiellement créé en 1999, mais ce n'est qu'en 2005 que le projet a pris forme.
En ouvrant ce musée des forces armées nationales, l'ambition est de permettre aux jeunes d'approfondir leurs connaissances sur les efforts des hommes qui, toute leur vie, ont défendu le drapeau. Nous invitons tout le monde, les élèves, les étudiants, tout le monde, de venir au musée des armées. C'est le musée de l'ère armée. Venez découvrir ce qui s'est passé avant, l'histoire de l'armée, le matériel utilisé par les anciens combattants jusqu'à nos jours. Nous vous invitons à venir connaître, parce que qui ne connaît pas son passé ne sait pas où il va. Les visiteurs ne se bousculent pas en ces lieux. Pour l'heure, le musée reçoit en moyenne 3 visiteurs par semaine et son patrimoine semble être méconnu du grand public. C'est très ébahi que ce jeune revisite l'histoire de l'armée. Aujourd'hui, faire une immersion dans le musée national des armées, c'est vraiment quelque chose de grand. Ça me permet d'apprendre plus sur l'armée coloniale, comment était organisée l'armée coloniale, l'évolution de l'armée coloniale depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. J'ai beaucoup appris sur le matériel utilisé en temps. J'ai beaucoup appris. Franchement, je suis ravi. La disponibilité des ressources documentaires sur l'histoire des tirailleurs sénégalais fait défaut. Quelques archives existent, mais l'essentiel reste à ce jour introuvable et le guide lance un appel à contribution pour la reconstitution de ce pan de l'histoire de l'armée nationale. Et là, nous profitons de vos micros pour inviter tous ceux qui ont en devers eux, qui possèdent en devers eux du matériel militaire, laissé par leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Les tirailleurs sénégalais, ils n'ont que nous reverser ce matériel, ça nous sera très très utile. Nous répertorions tout ce qui est matériel utilisé par les défensiers, matériel militaire utilisé par les défensiers. Nous essayons de les conserver pour les valoriser. Valoriser à l'intention des jeunes, à l'intention des chercheurs et des étudiants. À ces problèmes de ressources documentaires s'ajoutent les ressources financières pour le développement des activités du musée des forces armées nationales. Actualité hors de chez nous, après 6 mois de tension politico-judiciaire entre Bamako et Abidjan, les 49 soldats ivoiriens condamnés à 20 ans de prison en décembre 2022 bénéficient enfin d'une grâce présidentielle avec remise totale de peine. Une décision des autorités maliennes qui intervient après moult négociations. Les soldats libérés devraient regagner la Côte d'Ivoire dans les prochains jours. Suivez. Les 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mali en juillet dernier ont été libérés. Vendredi, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a gracié les soldats originaires de la Côte d'Ivoire après la condamnation de 46 d'entre eux à 20 ans de prison le 30 décembre pour atteinte à la sûreté de l'État malien et complot contre le gouvernement. Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne. La condamnation des soldats ivoiriens par la justice malienne avait déclenché un conflit diplomatique. Bonsoir à tous. Merci. Pour ce geste qui démontre une fois de plus son attachement à la paix, au dialogue, au panafricanisme, à la préservation des relations fraternelles et séculaires avec les pays de la région. Les 49 soldats ont été arrêtés en juillet lorsqu'ils sont allés travailler pour Sahelien Aviation Services, une société privée engagée par les Nations Unies pour travailler au Mali. Dernier point de ce journal, la formation des jeunes est la base de la pérennité de toute discipline sportive et partant de la conquête des titres selon certains analystes sportifs. Mais ceux qui consacrent leur vie à former justement ces jeunes sont souvent payés en monnaie de singe, les lauriers revenant aux entraîneurs des athlètes quand ils sont au niveau au haut niveau. Zoom dans ce 13h sur l'exemple de quelques encadreurs d'athlètes qui font aujourd'hui la fierté du Burkina Faso. C'est avec Madizongo. Hugues Fabrice Zango, premier médaillé olympique du sport burkinabé, a été détecté par Christian Sanou lors d'une compétition de l'Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso, USUBF. Une fois qu'il rentrait à la maison le samedi,
Immédiatement, dès qu'il dépose ses bagages, on le voit déjà sur sa moto pour aller au stade du 4 août. Et au stade du 4 août, c'est là que je lui ai demandé une fois, un jour, mais c'est qui ton entraîneur? Et il m'a dit que c'est un certain Sanou Christian. Donc on a cheminé ensemble jusqu'à ce qu'il puisse quitter le pays avec une performance très remarquable, 16,71 m, pour se retrouver en France. Et voilà aujourd'hui ce que ça donne. Marthe Kouala, grand espoir de médaille pour le Burkina Faso dans les prochains Jeux Olympiques Paris 2024, est le fruit du travail de Missiri Théophile Sawadogo. Marthe a commencé à l'école primaire. Venez voir d'abord avant d'être en 6e. Bienvenue à commencer en 6e. C'est en 2019 qu'ils ont commencé à faire leur meilleur niveau. Comptez, ça fait combien d'années? Handicapé physique, Joseph Zougmouré a appris au champion national Michael Rawende à faire du cyclisme à Koupela. Il est venu me voir, il m'a dit en tout cas, lui, il veut faire le cyclisme. Puisqu'il est de, je pense, 15-16 km de Koupela. Il m'a dit qu'il veut faire du cyclisme. J'ai dit, mais est-ce que tu peux? Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai dit, bon, moi, je n'ai pas les moyens. Nous, on ne paye pas les coureurs. Et même les vélos là, on s'est débrouillé pour les parer. Moi, j'ai un vélo, mais il faut qu'on le répare. Il a dit, moi, il a un peu d'argent. Donc, il m'a aidé, on a réparé son vélo. Il a commencé. Ils sont souvent de la gloire en cas de succès des athlètes. Maintenant, quand ces gars gagnent des médailles, on récompense les entraîneurs qui les encadrent dans les centres d'entraînement de haut niveau et on dit que ceux qui sont là ne sont plus leurs encadreurs. Là, ça devient un problème. On n'a rien. Ils ne nous donnent rien. Ça, je dis ça, et Bessel peut témoigner. Parce qu'ils m'ont promis des vélos. Ils m'ont promis des vélos et ils m'ont envoyé 2 vélos. 2 vélos qui n'ont pas de matériel. Parce que j'ai réparé un vélo et l'autre l'a posé toujours. Mais il en faut plus pour les décourager. Non, on ne peut pas laisser. On aime le cyclisme. Jusqu'à quand on sera fatigué, on va laisser. Je vais continuer à travailler. Nous sommes déjà sur 2028. Los Angeles 2028. Nous sommes déjà avec des jeunes sur Los Angeles 2028 depuis l'an passé. Ils sont nombreux, ceux qui s'adonnent à la formation des jeunes sans bénéficier de lauriers. Voilà, c'est avec ce reportage de Madi Zongo et de Mamouna Takabouré que nous refermons cette édition. Merci d'être resté en notre compagnie tout au long de cette semaine. Toute l'équipe technique dirigée par Yasmine Konaté se joint à moi pour vous souhaiter un excellent week-end, bien sûr en compagnie des programmes de la chaîne Au cœur de nos défis. À très vite pour d'autres actualités. Bonsoir.